Madame, Monsieur, bienvenue sur i24 News, c'est votre émission magazine avec moi sur ce plateau tout au long de cette émission, Lise Barenbaum. Lise, bonjour, bienvenue. Je vous propose d'ouvrir cette édition par un sujet de football. Les petits génies sont dénichés très tôt. Adolescents, ils sont recrutés pour aller apprendre à jouer au ballon rond dans des académies un petit peu spéciales. Les centres de formation. Si la pédagogie du foot à la française a fait ses preuves aujourd'hui, la plupart des pays imitent ce modèle d'apprentissage. C'est aussi une manière de sauver certains jeunes d'un destin difficile. Regardez l'enquête de notre rédaction. Le Real Madrid a recruté un petit prodige japonais de 9 ans en 2013. De quoi assurer ses arrières pour longtemps. Et des cas similaires existent à travers l'ensemble de la planète foot. Mais la FIFA n'hésite pas à punir ceux qui vont trop loin. Le très prestigieux FC Barcelone vient d'être interdit de transfert pour la saison 2014-2015 à cause d'échanges de joueurs mineurs. Un affront pour le club catalan qui considère son centre de formation, la célèbre Masia, comme une institution. Une école qui a vu passer de nombreuses générations de champions depuis sa création en 1979. Messi, Iniesta, Puyol, ils sont au club depuis leur plus jeune âge et ont pris l'habitude d'évoluer ensemble. La FIFA sait que nous faisons les choses comme il faut, que nous nous préoccupons du sort des enfants, de leur éducation, que certains d'entre eux qui viennent à la Masia reçoivent une éducation qu'ils n'auraient sûrement pas pu recevoir dans leur propre pays. La formation des footballeurs est au cœur des problématiques des grands clubs. Pour éviter de recruter des stars trop chères, les équipes investissent sur des pépites qu'elles prennent soin d'éduquer. Et à ce jeu-là, la France est un compétiteur de poids. Dans l'Hexagone, le footballeur peut intégrer le centre de formation à partir de 15 ans. Il y suit une formation sportive et un cursus scolaire. Ce n'est qu'à 20 ans qu'il est autorisé à signer un contrat professionnel. 20% des jeunes footballeurs transforment l'essai. Seule la moitié d'entre eux évoluera en Ligue 1. Nous, la France, nous avons aussi cette capacité à former des jeunes qui arrivent au plus haut niveau. Cela confirme évidemment qu'il y a une excellence de la formation à la française. Mais si la formation à la française est performante, ces jeunes pousses partent souvent déployer leur talent à l'étranger. 13 des meilleurs clubs formateurs européens sont en France, contre 8 pour l'Espagne et 6 pour l'Angleterre. L'Olympique lyonnais arrive 2e au classement derrière Barcelone et le Stade rennais est 4e juste derrière le Grand Real Madrid. Bien loin devant Manchester United ou le Bayern de Munich. L'Allemagne est le pays qui a engagé le plus d'efforts dans la formation des footballeurs. La Mannschaft a décidé de se renouveler. Les 36 clubs professionnels sont donc obligés d'investir dans ce domaine. Une politique qui a permis de faire émerger des talents comme Götze ou Schweinsteiger. Et ces initiatives ont fait des émules. Parfois, les clubs européens organisent des partenariats avec d'autres pays pour aller recruter à la source. C'est le cas de Barcelone qui a ouvert une académie de football à Varsovie. En à peine quelques jours, nous avons reçu 3000 inscriptions de jeunes footballeurs. Après avoir effectué des tests, nous en avons choisi 650. Ces jeunes adeptes vont suivre une formation qui va s'étaler de 1 à 6 ans en fonction de leur âge. En Afrique, les écoles de petits footballeurs se multiplient, souvent pour sauver des enfants de la misère et les réintégrer au circuit scolaire. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers populaires et qui ont vraiment la passion du football. Je me suis dit pourquoi ne pas capter cela pour les ramener vers le chemin de l'école parce que beaucoup sont déscolarisés. La mission du football dépasse donc la technique et les compétitions. C'est bien souvent ce sport qui sauve le destin des adolescents. D'ailleurs, l'interdiction de recruter pour le FC Barça a été suspendue par la FIFA. Il y aura donc un mercato d'été pour le Barça et peut-être même prendront-ils un joueur de leur centre de formation car on vient de le voir dans le reportage. Le Barça est leader en matière de formation en Europe. Alors Lise Barenbaum, vous nous avez parlé beaucoup de la France, vous nous avez parlé de l'Espagne. Comment ça se passe dans les autres pays d'Europe ? Alors, dans les deux grands autres championnats qui sont l'Italie et l'Angleterre, ça bouge aussi pas mal. Alors, en Angleterre, on a coutume de dire que le centre de formation des Anglais, c'est la Ligue 1 française, parce que les Britanniques ne se gênent pas pour aller piocher chez les meilleurs joueurs de l'Hexagone. Pourtant, ils ont aussi de très bonnes écoles, par exemple West Ham, qui a formé Jermaine Defoe. Et le nouveau grand projet de centre de formation, c'est à Manchester City que ça va se passer. Du côté des Italiens, c'est plus difficile, ils se remettent vraiment en question. Ils ont réussi à former des grands comme Mario
Mario Balotelli. Mais depuis quelques temps, on se rend compte qu'en Serie A, il n'y a que des joueurs qui viennent de l'étranger. Donc c'est vraiment un chantier à explorer pour les Italiens. En tout cas, on se rend compte que les règles sont vraiment très strictes. Y a-t-il un moyen de contourner un petit peu tout ça? Surtout en France, effectivement, c'est très difficile à respecter. Par exemple, il y a une loi très très dure. En fait, quand un petit jeune de moins de 13 ans joue dans un club près de chez lui, il ne peut pas être engagé par un autre club qui est à plus de 100 km autour de chez lui. Donc, quand un club est intéressé, il est obligé de faire déménager toute la petite famille. Alors, on a un cas d'école, c'est le jeune Wesley Saïd qui jouait à 10-11 ans à Noisy-le-Grand, près de chez lui. Eh bien, Rennes a été obligé de faire déménager toute sa famille. Aujourd'hui, à 18 ans, il joue en Bretagne. Et à Clairefontaine, en région parisienne, il y a plein de petits joueurs qui savent déjà qu'ils vont déménager un jour à Monaco, à Saint-Étienne ou à Nantes. Remarquez, ils ont bien fait de déménager de la banlieue parisienne pour le beau soleil de la Bretagne. Comment ça se passe pour les footballeurs internationaux, Lise Barenbaum? Alors la FIFA est très très sévère sur le sujet des transferts. Par exemple, en Union européenne, on n'a pas le droit de recruter un joueur extra-communautaire de moins de 18 ans. On a un cas fameux aussi, c'est Valentin Vada, un Argentin. Il a 17 ans, il est arrivé en France à 15 ans. Il avait été repéré par Bordeaux qui voulait l'engager. Et la FIFA lui a refusé sa demande de licence pendant plus d'1 an. Donc le club a été obligé de dire que le papa du joueur avait trouvé un travail en France et finalement ça s'est arrangé, il joue là-bas. Mais les Français se sentent bridés, ils disent que par rapport aux Anglais ou aux Espagnols, ils n'ont pas la même liberté de recruter. Mais on voit qu'avec le rappel à l'ordre par rapport au Barça de la FIFA, c'est vraiment un dossier qui est pris en main par les institutions aujourd'hui. Oui, ça c'est aussi également arrivé pour Messi. Alors on a beaucoup parlé de cette école de formation à la française, qui ne fait plus ses preuves d'ailleurs, l'école de formation à la nantaise. On a parlé de l'Olympique Lyonnais qui est deuxième de votre classement. J'ai l'impression que ça s'exporte très bien, cette technique de formation des joueurs. Oui, c'est intéressant. En fait, s'il y a quelque chose que les Américains nous envient, c'est nos centres de formation de football. Alors, on a un Français, Alexis Galis, qui n'a pas hésité à aller créer une académie en Californie, la French Soccer Institute. Donc, il prend en charge la formation de filles et de garçons de 12 à 18 ans qui souhaitent poursuivre leur carrière en France ou aux États-Unis. Et son but, c'est aussi de créer des partenariats entre la Major Soccer League américaine et la Fédération française de foot. Bon, alors comment ça se passe concrètement une formation? Est-ce que c'est facile pour un jeune de concilier, j'ai envie de dire, cursus scolaire normal et apprentissage du football? Ce qui est étonnant, c'est qu'en général, ils arrivent très bien à concilier les deux. En 2012, par exemple, 100% des footballeurs en herbe du FC Lorient, du SC Bastia et du Stade Brestois ont été reçus au baccalauréat et souvent avec des mentions. Bravo. Donc en fait, leur taux de réussite au bac est souvent supérieur à la moyenne nationale. Il y a même des clubs qui ont des écoles privées au sein des centres de formation. À Rennes, par exemple, on a 27 professeurs pour 40 joueurs. Alors finalement, ces centres de formation, c'est une chance pour certains joueurs. C'est souvent une chance puisqu'ils vont parfois chercher des jeunes qui mangent même pas à leur faim dans leur pays d'origine. Par exemple, le Barça a récemment engagé un joueur qui vendait des objets sur la plage et qui n'avait plus de dents. Et on sait que c'est Puyol qui a même lui-même payé pour que le joueur se refasse sa dentition. Alors on parle souvent de contes de fées, mais ça crée des polémiques et certains parlent plutôt de traite d'êtres humains. Oui, c'est vrai qu'on a souvent entendu des histoires, notamment avec les Africains, qu'on fait venir en leur promettant des contrats dans des centres de formation et qui sont complètement laissés à l'abandon sur le périphérique autour de Paris. On a déjà entendu ce genre d'histoire. Merci Lise Barenbaum. Passons maintenant à un triste anniversaire. 1 an après les attentats meurtriers du marathon de Boston, la ville de la côte est des États-Unis ne s'avoue pas vaincue. Les Américains se rappellent avec émotion les victimes et les attaques, mais la ville a décidé d'organiser une nouvelle course cette année et le public a répondu présent. Des milliers de participants vont courir, tous unis derrière leur drapeau. Les Américains veulent montrer qu'ils ne se laissent pas abattre. Une belle revanche puisque c'est un Américain qui a remporté la course cette année. Un beau symbole qui prouve que les êtres humains ont des ressources et que l'envie de vivre a repris la main sur le drame passé. Regardez le reportage d'Ori Baum. C'était il y a 1 an. La ville de Boston était frappée par 2 attentats terroristes. Elle vient d'accueillir une nouvelle course. Mais la 118e édition du marathon de Boston porte les stigmates de l'année précédente. En 2013, 2 explosions avaient coûté la vie à 3 personnes et blessé 264 autres. À cause de ces événements tragiques, les mesures de sécurité sont devenues draconiennes. 3500 policiers patrouillent dans les rues de la ville, soit le double de l'année dernière. Les attentats ont donc laissé leur empreinte sur la ville et sur ses habitants. Je me suis sentie obligée. Je vis à Boston et ces attaques nous ont tous affectés ici. Ça touche la ville, mais aussi l'État, le pays et le monde dans son ensemble. Malgré une sécurité très lourde et une atmosphère de recueillement, Boston est plutôt optimiste. Plus de 35 000 coureurs venus du monde entier sont là pour soutenir la ville.
La veille du marathon, certains marathoniens se sont réunis dans l'église d'Old South pour le traditionnel dimanche de Pâques. Mais cette année, on priait aussi pour que la course se déroule sans problème. Après un moment de silence pour les victimes des attentats, le marathon a finalement pu commencer. La Kenyane Rita Jeptou, qui a gagné la course féminine en 2013, a répété son exploit en finissant le parcours en 2 heures, 18 minutes et 57 secondes. C'est son 3e titre de championne à Boston. Pour Jeptou, c'est une victoire spéciale à cause du souvenir dramatique de l'année dernière. J'ai décidé de venir ici à Boston et de courir à nouveau. Je veux montrer aux gens que je les soutiens et que nous sommes tous unis ici à Boston. Du côté des hommes, Mike Keflezighi est le premier Américain à remporter cette course depuis 1983 en 2 heures, 8 minutes et 37 secondes. D'origine érythréenne, Keflezighi est un réfugié arrivé aux États-Unis adolescent. Cette année, il a utilisé toute sa motivation pour gagner le marathon. Je n'arrêtais pas de me dire « Boston est forte, Boston est forte, je suis fort, je suis fort. Donne tout ce que tu as. Et si je perds, tant pis. Mais je voulais vraiment finir dans les premiers. » Le marathon de Boston 2014 a été très émouvant. Beaucoup de participants ont terminé la course en pleurs. Mais cette année, ce furent des larmes de joie et de soulagement. La ville a tenu sa promesse. Elle est restée forte. Rien ne peut détruire Boston ni ses marathoniens. On les croyait finis et ils nous ont surpris. Les sportifs font souvent des comebacks après avoir annoncé leur retraite, à croire qu'ils ont du mal à quitter les vestiaires, les pistes, les terrains et les cours. Pourtant, le conte de fées tourne parfois au cauchemar. Les performances ne sont plus au rendez-vous. Ils sont dépassés par des petits nouveaux. Certains auraient peut-être dû arrêter au sommet de la gloire. Le reportage de Lise Barenbaum. La planète natation ne parle plus que de ça. Michael Phelps est de retour dans les piscines. Il avait pris sa retraite en 2012 et pourtant, l'homme aux 22 médailles olympiques participera bien au Grand Prix de Mesa en Arizona. Yann Thorpe, l'idole de Phelps, avait aussi tenté un retour en 2011. Mais depuis son échec aux qualifications des JO de Londres, c'est un sportif à la dérive. La natation est le sport de prédilection des comebacks retentissants. Chez les femmes, Laure Manodou n'a pas pu s'empêcher de retourner dans les bassins après 2 ans d'arrêt. La nageuse était pourtant consciente de ses limites avant les JO de Londres. Mais j'ai pas envie de me considérer que ce soit comme capitaine ou leader parce que je viens de revenir et c'est quand même assez délicat. Après des performances décevantes, la nageuse s'est définitivement retirée. Certains ont au contraire réussi leur comeback. Après l'élimination des Bleus à l'Euro 2004, Zinedine Zidane prend sa retraite. Beau joueur, il accepte de reprendre sa place 1 an plus tard pour aider ses coéquipiers à se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Un retournement de situation inattendu qui avait fait les choux gras de la presse à l'époque. Il emmènera l'équipe jusqu'en finale, mais son coup de tête à Materazzi assombrira quand même le bilan. Mike Tyson, boxeur de légende, a effectué plusieurs retours sur le ring. Pour éponger ses dettes, l'athlète américain reprend la boxe en 1995. Mais il finit par mordre l'oreille de son adversaire lors d'un combat en 1997. C'est l'énième dérapage de ce sportif alcoolique et drogué. Tyson fuit aujourd'hui le monde de la boxe et préfère jouer la comédie. Je ne suis plus doué pour ça, je n'ai plus envie d'être ce gars-là. Retour perdant pour Justine Henin également. L'ancienne numéro 1 mondiale, victorieuse 4 fois à Roland-Garros dans les années 2000, annonce sa retraite à la surprise générale en 2008. Mais à 26 ans, elle tente de reprendre sa carrière avec beaucoup d'enthousiasme. Le parcours est encore long, mais je crois que j'aime les défis difficiles, j'aime les gros challenges. Je pense que finalement, ça fait partie de mon caractère de me mettre en danger. Une blessure au coude ne lui laisse pas l'occasion de faire ses preuves et c'est le forfait définitif en 2011. Pour d'autres, le comeback est le dernier soubresaut d'une carrière chaotique. Lance Armstrong renonce au cyclisme en 2005. Le 7 fois vainqueur du Tour de France revient en 2010, mais n'est que 23e au classement. C'est le début de la fin. Il finit par avouer s'être dopé pendant toute sa carrière. Il tente même la rédemption sur les plateaux télé. Les accusations et les soi-disant preuves qui leur font dire que je me dopais au moment de mon retour dans le cyclisme sont fausses. La dernière fois que j'ai enfreint la loi, cette loi, c'était en 2005. Aujourd'hui, il ne peut plus concourir et a perdu tous ses titres. Mais certains remontent toujours en selle. C'est le cas de Diego Maradona. Déjà vieillissant en 1994, il est accusé de dopage aux mondiaux organisés par les États-Unis. Une broutille pour le footballeur argentin qui fait son comeback 14 ans plus tard comme entraîneur.
Des histoires qui nous montrent qu'une carrière de sportif n'est jamais vraiment terminée. Alors Lise Barenbaum, on vient de le voir dans le reportage, ces athlètes qui ont fait leur comeback, ce sont quand même des athlètes qui nous disent quelque chose, ce sont des stars récentes, mais il y a eu des stars passées, des gloires passées qui ont fait des comebacks pour le bien ou bien pour le mal, j'ai envie de dire. Oui, alors on a l'exemple très illustre de Björn Borg, le tennisman suédois qui avait été une grande gloire du tennis dans les années 70 et 80. Il a gagné 11 grands chelems et 2 masters. Et donc à 26 ans, en 83, il annonce sa retraite pour revenir 7 ans plus tard, en 91. Et là, malheureusement, il enchaîne les défaites jusqu'en 93 et il prend définitivement sa retraite. C'est étonnant quand même, une recette à 26 ans. Merci beaucoup Lise Barenbaum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve dimanche pour Sport Weekend. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.